Je vais commencer le PowerPoint malgré le fait que ça ne soit pas aussi lisible que je l'aurais voulu, je m'en excuse. Donc, juste en quelques mots, je vais essayer de vous parler à la fois de la pratique et d'un petit peu de théorie. Je ne suis pas un chercheur en sciences politiques à temps plein. L'IDRI que je dirige, c'est un think tank, donc on est là essentiellement pour essayer d'apporter des éléments d'analyse à des acteurs qui ne sont pas d'accord, pour essayer de dire, en fait, vous pouvez être d'accord et en plus être d'accord et faire des choses qui sont alignées avec ce que nous recommande le GIEC à l'IPBES, c'est-à-dire qu'il faut transformer nos modèles sociaux et économiques. Vous voyez qu'on n'a pas, comme disait Claude Henry, était le président de notre conseil scientifique, il n'est pas nécessaire d'entreprendre pour espérer, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, quoi. C'est-à-dire que la mission de l'IDRI, c'est quelque chose qui a l'air assez difficile et particulièrement difficile en ce moment. Et je voulais utiliser cette pratique-là et un petit peu de recul aussi de ce que moi je connais de la théorie des relations internationales pour poser cette question de la coopération qui est au cœur du programme que Claude nous a concocté. Et un grand merci, Claude. Je suis vraiment ravi d'être et honoré, comme l'ont dit les deux autres interlocuteurs, les deux intervenants, d'être dans ce colloque. Mon point de départ de cette présentation, c'est effectivement de se dire qu'aujourd'hui, se poser la question de pourquoi on coopère à l'échelle internationale, c'est plutôt partir avec une bonne dose de pessimisme sur le fait que... Merci beaucoup. C'est vraiment partir avec une bonne dose de pessimisme sur le fait qu'on a plutôt l'impression que la coopération, c'est fini. Que c'était un âge d'or qui a eu lieu entre 1945 et 2020, je sais pas, 2015, j'allais dire, et qu'après, en fait, tout ça s'est extrêmement dégradé. Notamment parce qu'il y a cette espèce de retour de la géopolitique, des rapports de pouvoir entre les nations qui semblent être beaucoup plus déterminants que les questions de coopération, donc les conflits, des enjeux de sécurité militaire, et aussi parce qu'on a cette série de crises, et que la polycrise qu'on décrit, et moi je me méfie du terme polycrise, elle incite en fait à ne pas retrouver des espaces de coopération parce qu'on veut survivre individuellement, etc. Et donc on assiste à un repli sur les intérêts individuels et les rapports de force pour ce qui est des relations internationales, qui est tout à fait frappant. Et ça pose des défis fondamentaux à des concepts qui ont présidé aux institutions multilatérales qu'on connaît, qui sont autour de la coopération comme quelque chose qui apporte des bénéfices mutuels, le multilatéralisme au sens universel, c'est-à-dire pas juste un club qui essaye de stabiliser pour un club exclusif, mais vraiment de réfléchir toujours, comme l'ONU, à quelque chose d'universel à l'échelle de toute la planète. Des enjeux de solidarité, comme l'aide au développement, en se disant que quand on fait de la solidarité avec les pays du Sud, c'est aussi un intérêt bien compris. Ça semble mis en défaut. Et puis, j'allais dire le développement durable, parce que je disais 2015 tout à l'heure, l'accord de Paris et les objectifs de développement durable semblaient être le moment clé où on avait à peu près trouvé un accord de la communauté internationale sur le projet de transformation du monde qu'on était obligé de faire si on voulait rester dans les limites planétaires, avec des enjeux sociaux qui sont bien normalement représentés, même si les objectifs de développement durable sont imparfaits, on a bien les trois pans économique, social et environnemental. Et donc ces défis fondamentaux, j'allais presque dire, en ce moment, on a l'impression qu'on passe pour un naïf quand on parle de coopération, quand on parle de solidarité, quand on parle de multilatéralisme ou de développement durable. Et ben, je vais essayer de vous montrer que c'est pas parce que tout ça, effectivement, il y a des défis fondamentaux qui se reposent, que c'est une raison pour les abandonner, parce que d'une certaine manière, c'est un peu une analogie avec l'intervention de Marc-André Sellos, c'est pas parce que la coopération est ce que nous on recherche, un peu par essence et puis un peu comme une espèce de valeur morale, qu'il faut pas voir que de tout temps, depuis longtemps et depuis 1945, la coopération n'était qu'une des phases du système et qu'il y avait beaucoup de conflits et de compétitions malgré tout. Et donc c'est là-dessus, autour de cette complexification du sujet de la coopération, que je vais essayer de vous montrer qu'il y a plein de raisons de croire et plein de leviers d'action pour la coopération dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec le retour des questions de souveraineté, de géopolitique, de sécurité, on a un peu l'impression que c'est la fin du multilatéralisme et donc un recul fort de la coopération. Et je pense que c'est important de ne pas complètement idéaliser ce qui a été construit après 1945. Je prends deux exemples ici avec deux illustrations. À la communauté économique du charbon et de l'acier, c'était un projet extrêmement important de coopération qui visait
à mutualiser des ressources comme antidote contre les conflits. Et donc s'obliger à avoir des interdépendances économiques entre les 6 pays qui ensuite ont créé la communauté économique européenne et l'Union européenne, c'était la paix par l'interdépendance économique. Évidemment que c'est pas, vous voyez, rien qu'en disant ça avec les mots d'aujourd'hui, l'interdépendance économique, c'est aussi du pouvoir, hein, des rapports de force. Mais là, c'était vraiment l'idée que ne pas avoir d'interdépendance économique était bien pire encore en termes de conflictualité possible. Et donc ça, c'est autour de ce schéma-là qu'on a construit pas mal de choses. Et Pierre Charbonnier, que je vais citer à mon tour, parce qu'il est sur tous les fronts, Pierre Charbonnier, dans son bouquin de 2024, Vers une économie de guerre, explique qu'il y a en fait, en philosophie des relations internationales, en philosophie politique, depuis Kant, l'idée qu'en fait, par les interdépendances économiques, on allait neutraliser la conflictualité et que le doux commerce allait pouvoir permettre d'apporter la paix. Ce que je trouve très intéressant dans le discours que tout le monde cite du Premier ministre canadien Mark Carney sur les puissances moyennes à Davos, c'est pas forcément l'idée que les puissances moyennes vont se réunir et qu'elles vont réussir à sauver leur peau, c'est plutôt ce qu'il dit au début. Ce qu'il dit au début, c'est que oui, à partir de 1945, on a créé des opérations, des dispositifs de coopération qui étaient extrêmement importants parce qu'ils créaient de l'interdépendance pour éviter les conflits, mais il y avait une puissance stabilisatrice qui trouvait des bénéfices plus importants que les autres. Carney dit ça en parlant des États-Unis de manière complètement explicite, et il a raison. Il ne faut pas oublier que c'était quand même la guerre froide. Alors, je pense que les gens de ma génération voient bien qu'en fait, effectivement, la conflictualité, c'est pas nouveau, hein. La conflictualité, elle était très forte dans les années 80 encore. Mais aussi des périphéries où en fait les conflits se passaient. En Angola, au Mozambique, c'était des conflits entre l'Union soviétique et les États-Unis qui étaient catastrophiques pour ces pays. Et nous, on avait l'impression en Europe qu'on avait les 30 Glorieuses et la paix. Enfin, pardon, en France, il y avait les guerres coloniales. Hein, donc la France était effectivement assez différente d'un certain nombre d'autres pays là-dessus. Et donc il ne faut pas idéaliser cette période. Et en particulier, dernier point que je veux ajouter sur ce recul, ce retour en arrière. Ah oui, pardon, ce qu'il y a ici, c'est ouvrons la route au plan Marshall, Freie Bahn des Marshallplan. Je fais comme Marc-André Sellos, je parle en allemand pour frimer. Ce que je voulais montrer ici, c'est qu'il y avait besoin d'une dynamique de quasi-propagande, enfin de conviction politique, pour parler à la fois du libéralisme économique qui ouvrait les frontières, on voyait la douane qui s'ouvre, et puis l'idée que le plan Marshall allait être non seulement une forme de dépendance aux chaînes de valeur américaines, parce que c'est quand même un certain nombre une ouverture du marché européen aux produits américains qui a été produit, mais en même temps, c'était la reconstruction et la capacité d'une convergence économique dont l'Allemagne, et puis on aurait pu dire la même chose du Japon, sont aussi la preuve. Et donc il y avait derrière le plan Marshall une offre de coopération qui était asymétrique et qui en même temps a produit des effets qui étaient quand même d'une convergence économique extrêmement, extrêmement importante. Ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui, c'est-à-dire que le plan Marshall a permis aux États-Unis de construire des concurrents qui étaient extrêmement forts. Le Japon, l'Allemagne, qui étaient des puissances économiques qui ont concurrencé les États-Unis. Mais jusqu'à Donald Trump, pour eux, c'était aussi une manière de concurrence qui était bénéfice. On crée une concurrence, mais aussi des marchés qui créaient des bénéfices pour la puissance, la superpuissance qui le créait. Le point que fait en particulier Pierre Charbonnier par rapport à cette idée du doux commerce, c'est que depuis 1945, un des éléments clés qui a permis d'avoir cette relative paix, je dis bien relative et très relative, parce que beaucoup de pays ne l'ont pas connue comme un moment de paix, mais cette relative paix et cette stabilité, elle était notamment liée au fait qu'on n'avait pas de guerre pour les ressources, parce que le pétrole a une productivité, une efficacité en termes énergétiques qui était telle qu'on a pu avoir de la croissance économique par le pétrole. Et ce que dit Pierre Charbonnier, c'est qu'en fait, dans une phase où on se prive du pétrole pour de bonnes raisons, la guerre pour les ressources peut revenir de manière beaucoup plus forte, parce que la productivité économique qui a permis de ne pas se poser la question d'aller chercher les ressources du voisin parce que la croissance économique était forte partout, ça va poser des nouvelles questions. Alors je résume assez mal Pierre Charbonnier, il m'en voudrait peut-être, mais c'est aussi pour vous attirer votre attention sur ce sujet-là, qui est que le moment qu'on a connu était aussi un moment particulier, parce qu'on avait utilisé les ressources du pétrole pour créer un moment de dynamisme économique et donc de non-concurrence sur les ressources, à part sur les ressources pétrolières qui posaient un certain nombre de problèmes, mais qui a permis d'apaiser les choses. Et que donc, avec une moindre productivité et autour des ressources minérales, il y aura des choses qui peuvent être extrêmement compliquées.
Dernier point pour dire, est-ce que ce retour des États souverains, de la géopolitique est vraiment nouveau? Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, on a basculé progressivement vers une compréhension du monde complètement différente. J'aurais pu citer le Brexit et Donald Trump en 2016 comme événement politique, mais il y a eu le Covid en 2020 avec tout un enjeu sur la sécurité d'approvisionnement, le retour de la guerre en Europe qui, pour les Européens, pose des questions de sécurité militaire que pas mal d'autres pays du monde se posaient déjà avant. Hein. Là aussi, nous, en Europe, on a été aveuglés par un moment de paix qui a été, disons, au moins depuis les années 90, qui n'est pas partagé par un certain nombre de pays, notamment les pays du Sud. Et effectivement, les stratégies de pouvoir et de domination reviennent brutalement au premier plan. Ce que ça a créé, c'est que progressivement, on a vu être remises en cause des stratégies économiques qui étaient extrêmement présentes dans ce qu'on pourrait appeler maintenant quand même le monde d'avant, c'est-à-dire des stratégies d'approvisionnement au plus bas coût et des localisations des investissements de l'industrie manufacturière en fonction du plus bas coût de production et notamment du plus bas coût du travail. Et donc cette logique-là qui était les territoires des chaînes de valeur des entreprises transnationales et des chaînes de valeur mondialisées étaient dans une concurrence absolument folle pour essayer de produire le moindre coût du travail pour la localisation des investissements. Et donc cette dynamique-là, elle était relativement implicite, sauf pour ceux qui la critiquaient de manière assez fondamentale, mais elle était relativement implicite derrière le projet de stabilisation autour du multilatéralisme dans sa version libérale au sens économique du terme. Ce que je trouve on est en train de révéler avec la série de changements qui se sont opérés depuis la Covid, c'est qu'en fait, derrière ces stratégies économiques, il y a des formes de domination qui sont implicitement acceptées. On sait que certains acteurs sont plus dominants que d'autres, et on s'en accommode, c'est ce que disait Marc Carnet. Il y a des interdépendances qui en fait sont invisibilisées. On ne savait plus, enfin le producteur, je sais plus, je me demande si c'est pas Isabelle qui disait ça tout à l'heure, le producteur quelque part ne savait plus d'où venaient les différents composants de ce qu'il était en train de proposer. C'est peut-être Claude qui le disait tout à l'heure ce matin. Et c'était des interdépendances qui étaient non organisées uniquement par une logique de marché au plus faible coût. Et je pense qu'on a aussi invisibilisé des dégâts économiques et sociaux qui étaient présentés comme des ajustements nécessaires et qui en fait fragilisaient les systèmes démocratiques. Et puis il faut bien avouer que cette convergence économique qu'on pouvait voir dans cette espèce de coopération économique telle qu'elle existait, mais je ne suis pas sûr que le mot coopération convienne tout à fait, ça avait essentiellement fonctionné pour la Chine, qui en a tiré un énorme bénéfice, et tant mieux pour elle. Elle a sorti de la pauvreté quand même une énorme partie de sa population, qui est une énorme partie de l'humanité, et aussi en Asie, mais beaucoup moins pour d'autres régions qui étaient très pauvres. Et donc j'essaye de nuancer l'idée qu'on avait auparavant un âge d'or de la coopération, et qu'aujourd'hui, c'est le retour de la j'allais dire la guerre du feu, enfin de la loi de la jungle, et qu'en fait, il y avait des choses qui étaient déjà présentes. Et alors, toujours dans cette partie un petit peu plus d'essayer de pointer des auteurs qui, moi, m'ont frappé, j'ai eu un énorme respect pour Bertrand Badi, prof de sciences politiques à Sciences Po, que vous entendez beaucoup en ce moment parce qu'il est lui-même d'origine iranienne, et donc il a une capacité d'analyse de ce qui se passe en Iran qui est extrêmement utile. Mais par ailleurs, c'est un grand monsieur de la question de la coopération internationale. Et par exemple, je vous invite à lire ce qu'il écrit sur l'Organisation internationale du travail, qui a été une organisation internationale qui prédatait l'ONU, puisqu'elle a été créée en 1919, et où on n'était pas juste entre gouvernements en train de se regarder, mais c'était les gouvernements et les partenaires sociaux. Et donc avec une logique beaucoup plus élaborée de ce que c'est que les relations internationales, parce que ça incluait pas seulement les relations de gouvernement à gouvernement, mais un ensemble d'acteurs, ce qui est en fait la réalité de ce qui se passe dans le monde. Mais alors Bertrand Badi, on a l'impression qu'il s'est complètement planté. Il écrit en 2020 un bouquin qui s'appelle « Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique ». Et donc aujourd'hui, je ne sais pas, je ne l'ai jamais demandé directement, mais le monde n'est plus géopolitique, qui peut croire ça alors qu'on voit la géopolitique et les rapports de force entre nations revenir de tous les côtés. Et bien moi, je vous propose de considérer qu'en fait Bertrand Badi a raison, que le titre était probablement un peu mal choisi, mais qu'en fait il a raison et qu'il y a des choses importantes qu'il nous dit dans ce livre, notamment que le pouvoir des États-nations est à la fois très fort et en même temps un peu illusoire si on ne le considère que tout seul. Certes, ils ont le pouvoir militaire, ils ont le pouvoir de décréter des stratégies industrielles, et la Chine en est la preuve première en matière de stratégie industrielle, mais en même temps il y a des mouvements sociaux et politiques qui traversent les frontières,
Et c'était là-dessus qu'il s'appuyait sur intersocialité, à partir des révoltes, arabes, des révolutions arabes, et de tout un tas d'éléments de cette intersocialité, où les relations internationales sont aussi celles de ces acteurs sociaux et politiques. Il y a évidemment le pouvoir des acteurs économiques internationaux. En relations internationales, il y a tout un champ sur les TNC, les Transnational Companies, dont le pouvoir serait bien supérieur à celui des États, et je pense que dans un certain nombre de cas, c'est vrai. Les chaînes de valeur mondialisées, qui sont là et qu'on ne peut pas décréter du jour au lendemain comme annulées ou dans une logique d'autarcie. Des évolutions technologiques qui sont, à mon avis, globales et qu'on ne va pas pouvoir donc on va pas pouvoir démondialiser. Et puis il y a bien sûr aussi des enjeux environnementaux qui sont en partage. Des ressources naturelles partagées à l'échelle des fleuves transfrontaliers, par exemple, et puis des biens publics mondiaux, que ce soit la santé ou le climat, qui obligent à ne pas juste regarder les États-nations comme pouvant faire leur souveraineté, leur affirmation de souveraineté, quelque chose de complètement indépendant. Mais c'est vrai que le lendemain ou 2 ans après, à peine après le bouquin de Bertrand Badi, la guerre russe en Ukraine change complètement la donne et donne à voir le retour de la force militaire brute et du fait que si les États ne sont pas d'accord, en fait, les mouvements sociaux sont bien en peine de réussir à créer une autre manière de coopérer entre les pays. Et donc, ce à quoi j'essaye d'aboutir, c'est de dire qu'en fait, pour essayer de résoudre ce paradoxe entre Bertrand Badi a raison et en même temps son titre n'était pas visionnaire d'une certaine manière, c'est qu'en fait, la question des rapports de pouvoir, les stratégies de domination, la recherche d'autonomie stratégique, la logique d'intérêt, dont parlait aussi Isabelle tout à l'heure, c'est en fait des permanences incontournables. Ça a toujours été là et c'est toujours là. Une manière de le raconter, c'est qu'en théorie des jeux, qui est donc une manière de raconter des interactions coopératives ou non coopératives entre différents acteurs qui cherchent leur propre intérêt, il y a évidemment toujours une dimension coopérative et une dimension distributive. Ce qui veut dire, en fait, il y a des choses où on fait ce que je gagne, l'autre le perd, ou d'autres où ce que je gagne, on peut faire du win-win. C'est le mot-clé du moment, on dit beaucoup win-win. Mais donc cette question de la théorie des jeux, elle est extrêmement intéressante, et elle est là depuis le début. Et ça veut dire qu'on n'est pas juste dans de la coopération pure, on est toujours dans une forme de négociation. Qui permet, à mon avis, le mot négociation en ce moment permet un peu mieux de comprendre que ça a toujours été le cas et que c'est extrêmement important. Et donc l'existence de stratégies non coopératives, évidemment, c'est le dilemme du prisonnier. S'il y a des structures de situations politiques ou de situations de confrontation d'intérêts individuels qui fait qu'en fait, il y a peu d'incitation à coopérer et d'autres où on peut coopérer. Donc je ne vais pas vous faire un cours de théorie des jeux qui en plus n'est pas ma spécialité, mais c'est juste pour dire qu'autour de cette question de la coopération, il y a là une ressource assez intéressante qui permet de conjoindre la notion de coopération et la notion de compétition dans les relations entre les acteurs économiques ou entre les acteurs sociaux et politiques. Et donc là, ça rejoint pour moi un petit peu ce que racontait Marc-André Sellos sur le fait que la coopération, d'accord, mais en fait, il y a aussi des contraintes et des effets secondaires. Et donc, en fait, j'avais écrit cette phrase avant d'entendre parler de bricolage ce matin. La coopération entre les États, je l'avais appelé ça un espèce de petit miracle, ou alors en tout cas un édifice fragile en perpétuelle tension et reconstruction, qui n'est pas... Et donc les institutions onusiennes, en fait, on sait bien qu'elles sont très inefficaces. Et en même temps, c'est un édifice extrêmement précieux qui crée quand même des effets... Enfin, le monde sans l'ONU aurait été encore bien pire que le monde avec l'ONU. Et donc il y a des choses qui sont, à mon avis, extrêmement importantes à considérer sur le fait que cette coopération, elle est toujours matinée de formes de compétition et de conflits. Et je voudrais dire que par ailleurs, je pense que les systèmes politiques et démocratiques nationaux sont aussi des institutions extrêmement fragiles. On pourrait craindre pour les nôtres en France et en Europe d'ailleurs, le fait qu'elles puissent être extrêmement fragilisées, voire remises en cause, mais que la construction de ce qui ne sera jamais... probablement jamais un gouvernement à l'échelle de la planète, c'est une forme de gouvernance extrêmement fragile, qui ne peut que faire des compromis entre coopération et conflit, entre coopération et compétition entre les pays. Ce que je voulais aussi souligner en parlant de systèmes politiques et démocratiques nationaux, c'est qu'il y a toujours un jeu entre les échelles des États-nations, les échelles internationales, et que les acteurs sociaux et politiques jouent à ces différentes échelles. Moi, j'ai travaillé au ministère de l'Environnement en France, et
je peux vous avouer que je jouais forcément l'idée que en fait, j'allais pouvoir avancer des choses à Bruxelles grâce à des collègues allemands qui allaient imposer des régulations environnementales plus importantes en France que ce que l'équilibre politique français était capable d'assumer tout seul. Donc ce jeu à plusieurs niveaux, en tant qu'acteur stratégique, là, alors au ministère de l'Environnement, est-ce que c'était mon rôle ou pas? On pourra en discuter après. Mais je pense que les acteurs, disons une ONG, joueraient forcément ces différents niveaux. Et donc, je voulais à la fois insister sur le fait que la coopération internationale, c'est un équilibre très fragile, que les États, la gouvernance à l'échelle nationale est aussi un équilibre relativement fragile, et qu'il ne faut pas croire que les États sont unitaires. Les États sont eux-mêmes une composition difficile, et qu'on le voit bien à l'échelle européenne. La position de l'Europe est particulièrement complexe parce que c'est 27 États membres, et que chaque État membre lui-même est un organe politique un peu compliqué. La deuxième manière de réconcilier le paradoxe entre géopolitique et le fait que la coopération est difficile aujourd'hui, mais qu'elle reste néanmoins extrêmement importante, c'est ce que on trouve en ce moment beaucoup, notamment dans la transition énergétique, l'utilisation du mot de la mi-transition, mid-transition, qui est de dire, en fait, au moment où on arrive à mettre en danger la rente pétrolière d'un certain nombre d'acteurs des énergies fossiles, parce que d'autres systèmes énergétiques sont en train de prendre de la vigueur, c'est un moment de turbulence, parce qu'on remet en cause des pouvoirs établis, on remet en cause des emplois, évidemment, hein, c'est pas juste du pouvoir et des profits, c'est aussi des emplois, et que cette période de turbulence, il faut l'accepter en tant que telle. J'ai mis ici une illustration du rapport mondial sur le développement durable. Je ne sais pas si vous connaissez ce rapport, il est produit tous les 4 ans dans la dynamique des objectifs de développement durable, donc le Global Sustainable Development Report, et celui de 2023 proposait cette lecture où en fait, dans la transition, on a souvent des images issues de la théorie de l'innovation où l'important c'est d'essayer de faire décoller dans une courbe en S des innovations pour qu'elles deviennent celles qui vont devenir mainstream, mais en même temps, il faut penser dans la même dynamique, dans le même mouvement, le phase-out, la partie où il va falloir sortir du jeu un certain nombre d'acteurs qui ont des positions dominantes, qui ont des intérêts. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est que cette période n'est pas étonnante non plus, parce qu'on est dans une phase de transformation qui impose ce genre de dynamique. Et donc, dans la fin de mon exposé aujourd'hui, ce que je veux essayer de donner, c'est des coups de projecteur qui sont plutôt des hypothèses, des indications sur vers où on peut aller et pourquoi la coopération a encore du sens malgré tout. Et donc là, je vais plutôt me livrer à des interprétations et des hypothèses. Hein. J'essaye d'être prudent, je suis au Collège de France, donc je vais vous dire ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Là, c'est de l'ordre de la science, parce que la science fait aussi des hypothèses et des interprétations. Mon interprétation, c'est qu'une manière de regarder la situation actuelle, c'est vraiment que la transformation économique des grandes chaînes de la plupart des chaînes de valeur qui font l'économie des pays est déterminante et permet d'expliquer en grande partie des confrontations politiques. Je ne vais pas minimiser le fait que la stratégie de l'Empire russe peut être quelque chose qui détermine aussi la manière dont il fait la guerre, mais on peut aussi lire la manière dont la stratégie militaire de la Russie comme une manière de regagner du pouvoir si on sort du pétrole et du gaz en Europe, à ce moment-là de gagner du pouvoir en Afrique, là où sont les ressources minérales de la transition. Il y a des lectures qui pourraient aller là-dessus, mais c'est moins de vous convaincre de ça, que ça soit la seule manière de lire l'état du monde, mais quand même de remettre un peu en première lecture cette idée que ce sont les transformations des grandes chaînes de valeur mondiales qui créent les turbulences et qui modifient les rapports de pouvoir, et notamment les rapports de pouvoir économique entre les pays tels qu'ils sont aujourd'hui. Ça, c'est mon premier point, ma première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'à moyen terme, il y a quand même un certain nombre d'acteurs, dont la Chine, dont le gouvernement chinois, parce que la Chine aussi, on a l'impression, comme c'est un système politique plutôt dictatorial, qu'il n'y a qu'un seul homme derrière Xi Jinping. La Chine, c'est quand même plus compliqué que ça. Mais disons, le gouvernement chinois lui-même a intérêt à une forme de stabilité pour des raisons économiques qui ensuite ont des répercussions sociales en Chine. C'est une hypothèse, hein, mais je trouve qu'elle a le mérite d'être relativement consolidée par le fait que la Chine et le gouvernement chinois est un acteur qui mise sur le long terme et sur la prospérité économique comme quelque chose d'absolument central. Sur l'efficacité plutôt que la démocratie, ça, je ne viens pas sur ce terrain-là, mais je pense qu'on a un acteur qui a un intérêt à la stabilité et qu'un certain nombre d'acteurs privés, y compris aux États-Unis, ont aussi intérêt à une forme de stabilité plutôt qu'à des turbulences permanentes. Et donc c'est autour de cet enjeu, probablement plutôt à moyen terme qu'à court terme, où je pense que la stabilité et la sécurité économique
peuvent être, et je dis bien à moyen terme, sans révolution sur le système d'organisation de l'économie tel qu'il est à l'échelle mondiale aujourd'hui, va permettre de réhabiliter ou de créer des formes ou des niches de coopération qui sont absolument indispensables. Et ensuite, je vais quand même ajouter une chose, c'est-à-dire que cette lecture par les grandes tendances économiques, les grandes chaînes de valeur et la manière dont elles se redistribuent dans le monde et comment est-ce qu'on pourrait recréer de la coopération autour des enjeux de stabilité, elle pose quand même, elle ne résout pas une question absolument majeure, et notamment en Europe, qui est que les systèmes politiques et démocratiques sont extrêmement fragilisés et qu'on n'aura pas facilement de coopération entre États si on a des démocraties et des systèmes politiques qui ne tiennent pas la route. Et je cherche aussi à vous expliquer que dans les quelques coups de projecteur que je vais donner maintenant, dans la mesure du possible, j'essaye de ne pas être naïf sur le fait qu'il y a des stratégies parmi les acteurs en Chine, voire aux États-Unis, des stratégies de destruction, de parasitisme, je ne sais pas comment utiliser les termes de ce matin, mais de parasitisme, de destruction, qui ne cherchent pas la coopération, mais juste à écraser le partenaire pour dominer. Donc je cherche à être toujours pas trop naïf là-dessus et ne pas défendre la coopération sans avoir ça en arrière-plan. Et évidemment, j'essaye non plus, je pense que mon exposé ne va pas rendre justice à cela, mais évidemment, il y a aussi des questions d'affrontement sur les valeurs. Je ne suis pas sûr que dans l'affrontement entre les néoconservateurs américains et une forme d'équilibre politique actuel en Europe, il y a des choses que je ne vais pas traiter ici et qui sont absolument déterminantes aussi pour l'avenir. Hein. Donc laissons ça un peu de côté, gardons-le en tête. Mais néanmoins, je trouve que un certain nombre d'hypothèses permettent de croire qu'on a des pistes de coopération, des espaces de coopération qui ne sont pas complètement universels, qui ne sont pas multilatéraux, mais à partir desquels on peut réaccrocher de la coopération dans un monde où on a l'impression que l'absence de règles et la loi du plus fort serait uniquement la chose qui permet de gagner. Et donc je ne vais pas, je pense, parcourir tous mes coups de projecteur parce que, évidemment, j'ai essayé de raccrocher des éléments aux conférences de tout à l'heure et donc ça m'a fait un petit peu dériver. Juste, ce que j'essaye de dire, ma première hypothèse, je vous l'ai dit, c'est que le contexte de transformation de l'économie, de toutes les chaînes de valeur de l'économie qu'on est en train de vivre, me paraît déterminer beaucoup de choses de ce qui se passe et donc être surdéterminant sur un certain nombre de dimensions qui auraient pu être purement politiques. Ce à quoi je fais allusion, c'est à la fois l'électrification du monde, enfin la transformation des chaînes de valeur par les technologies essentiellement à bas coût chinoises, de l'électrique, les renouvelables, les batteries, même l'électrolyse, etc. Et donc une transformation notamment des usages de l'énergie où on les transforme en usages électriques, ce qui modifie beaucoup des chaînes de valeur, on le voit autour de l'industrie automobile, mais en parallèle, bien sûr, le numérique, avec en son sein la question de l'intelligence artificielle et puis toutes les questions d'automatisation qui vont avec, qui transforment aussi beaucoup les chaînes de valeur. Et ça, cette révolution technologique touche toutes les chaînes de valeur de manufacturières et aussi les services. Et elle a réhabilité dans la plupart des pays qui en ont les moyens les politiques industrielles. L'IRA américain, l'Inflation Reduction Act, était une énorme politique industrielle avec des formes de protectionnisme tout à fait assumées. La Chine a aussi une politique industrielle qu'elle suit depuis 2008 qui est extrêmement stable dans le temps, pas uniquement de la subvention, parce que souvent on présente la Chine comme utilisant des subventions sur des industries qui ne seraient pas rentables. En fait, il y a une politique de long terme, il y a des achats publics, il y a plein d'outils qui sont plus ou moins compatibles avec les règles que la Chine a validées dans l'OMC, mais un certain nombre de ces instruments sont tout à fait compatibles avec l'OMC. Mais c'est juste aussi une très longue stabilité dans le temps et une anticipation de vouloir être le pionnier de plein de champs d'innovation. Le rapport du commissariat au plan sur le rouleau compresseur chinois raconte, à mon avis, de manière extrêmement saisissante que la Chine a décidé d'être non plus juste l'atelier du monde, mais la puissance la plus innovante sur la plupart des chaînes de valeur où l'Europe avait un avantage compétitif. Et donc on a là une politique industrielle extrêmement forte. Et je veux quand même souligner que dans cette dynamique de transformation de l'économie mondiale, l'accord de Paris
a été aussi une forme de convergence des anticipations en disant la décarbonation est nécessaire, elle est possible et on va tous s'y mettre. Et la robustesse de l'accord de Paris, malgré la sortie de Donald Trump en 2017 et puis le fait que les États-Unis reviennent, ressortent, il y a quand même la plupart des grandes économies qui ont des grandes puissances de l'innovation, que ce soit la Corée du Sud, le Japon, la Chine et en Europe, on a suivi cette idée que la décarbonation était l'horizon de transformation. Mais tout ça pose une énorme question de coordination. Et notamment aujourd'hui, on n'a pas l'impression que le développement économique de la Chine, comme ça a été le cas, comme le développement de l'économique de l'Allemagne suite au plan Marshall, et une logique de convergence économique, on a plutôt l'impression que la Chine va dominer toutes les chaînes de valeur et qu'il n'y a plus d'avantages compétitifs pour aucune autre économie. Et donc ce moment est particulièrement délicat. J'étais à Pékin en octobre dernier, où nos amis chinois, je dis amis au sens où c'est des collègues avec qui on essaie d'avoir le discours le plus objectif possible, nous disaient « c'est pas de bol, on dirait que vous avez plus d'avantages compétitifs », avec une condescendance, je crois, qui remarquait même pas, quoi. C'était juste « ah, c'est ballot ». Là, j'étais en avril, et ils ont évidemment compris que la théorie, je dis avantage compétitif, c'est de la théorie économique ricardienne. En fait, un avantage compétitif n'a pas lieu d'être si vous êtes partout les meilleurs, quoi. Parce que si vous n'avez pas de marché auprès de qui exporter, il n'y a plus de relations commerciales, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et donc, ils nous ont dit, on voit effectivement, pour qu'on ait une économie chinoise forte, il faut qu'on ait une économie européenne forte. Alors ça vaut que du discours, parce que c'est pas ce que je lis dans le 15e plan quinquennal chinois, mais il y a quelque chose qui travaille quand même cette question-là, où on voit bien qu'en fait la question de la convergence économique va revenir à l'ordre du jour. Et puis je pense aussi que dans ce contexte économique, on peut pas. Il y a évidemment des craintes pour l'emploi. Je me méfie moi aussi des promesses de réindustrialisation. On va promettre beaucoup d'emplois industriels en Europe. Parce que si on veut être compétitif dans l'industrie par rapport aux Chinois, il va falloir que ça soit une industrie très technologique, très automatisée, avec très peu d'emplois. Et donc la prospérité économique par l'industrialisation peut-être, mais les emplois industriels, j'ai du mal à y croire. Et donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant aussi sur cette question de l'emploi. En revanche, je pense que la question démographique, qui est extrêmement difficile à manœuvrer parce qu'elle est tout de suite en lien avec les questions de l'immigration, mais que la Chine sait aussi qu'elle va vieillir très vite, un peu comme le Japon, et que sa croissance économique, dans les longs termes que les gouvernements chinois sont capables de regarder, va poser un certain nombre de problèmes sur l'existence d'un marché intérieur suffisamment gros, etc. Et que donc la stratégie de domination chinoise actuelle, elle n'est pas, je ne sais pas exactement quelle elle est, mais en tout cas, elle n'est pas juste de tout gagner et ensuite d'être tranquille. Il y a beaucoup de facteurs qui doivent poser question par la suite. Et donc pour moi, c'est ce contexte-là qui me semble déterminant. Donc je vous disais, la domination, ça crée des rapports de pouvoir qui changent évidemment extrêmement vite. Dans tout ça, les États-Unis se comportent plutôt sous Donald Trump comme dans une volonté d'imprévisibilité pour gagner du pouvoir. Et c'est vrai qu'en relations internationales ou dans la théorie des jeux, si on est un acteur fiable et prévisible comme l'Union européenne, ça nous fait plutôt perdre du pouvoir, alors que être imprévisible, ça donne du pouvoir. Mais c'est vraiment un raisonnement à très court terme. Et dans une logique de stabilisation à moyen terme, qui était celle que j'essayais de défendre tout à l'heure, la question de qui va donner les normes de l'économie de demain qui est en train d'émerger, l'économie électrique et numérique dont je parlais tout à l'heure, la question de qui a le pouvoir d'être standard setter va être à mon avis quelque chose de relativement important. Et donc ça pose la question de savoir comment est-ce que l'Europe peut être encore un peu celle qui crée des normes et des standards, ce qu'elle a beaucoup été pendant notamment en matière environnementale depuis qu'elle a une politique environnementale forte, ou alors est-ce qu'elle doit essayer de contribuer aux normes qui vont être décidées par la Chine pour essayer d'être co-décideur de ces normes. Et à ce moment-là, est-ce qu'on en a un avantage comparatif? C'est pas tout à fait évident. Il y a des choses qui sont pas tout à fait calées, mais je pense qu'on réfléchit trop peu à ce moyen terme d'une forme de stabilisation qui me paraît être quelque chose qui a des raisons d'être parce que beaucoup d'acteurs y ont intérêt. Et ça sera cette question-là, je vais y revenir assez rapidement. Un dernier mot sur... il y a des choses qu'on entend beaucoup sur... aujourd'hui, en fait, le monde est un monde dans cette
transformation de l'économie mondiale. En fait, il y a les petrostates, les États pétroliers dont les États-Unis sont la première puissance, hein, qui sont les États réfractaires, réactionnaires et qui cherchent à garder le monde d'hier. Et puis les electrostates, qui sont ceux du monde de demain. Et en fait, on a une guerre entre les deux. Je pense que c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, les États pétroliers, y compris les États-Unis, dans pas mal d'instances, aujourd'hui, ne se cachent plus. Et avant, c'était l'Arabie Saoudite qui, dans les COP sur le climat, était le grand méchant que tout le monde aimait détester. Mais aujourd'hui, les États-Unis jouent à peu près le même jeu. Le seul problème, c'est qu'en fait, la Chine n'est pas si claire que ça sur ce sujet-là, et peut-être d'ailleurs l'Europe pas complètement non plus. L'industrie pétrochimique est extrêmement importante en Chine, même si la Chine n'est pas un grand exportateur net structurel de pétrole. Et donc la Chine joue un rôle où le pétrole et la chimie sont encore... Enfin, la chimie issue du pétrole est encore extrêmement importante. Dans le 15e plan quinquennal, ils sont en train de réfléchir à la substitution. Et donc, je pense qu'ils sont en train de regarder ce que Claude fait pour s'en inspirer. Mais donc, il y a une vision de se dire, en fait, il faut qu'on passe au monde d'après dans une chimie qui sera complètement différente. Donc, il y a aussi une très forte innovation du côté de la Chine. Enfin, le dernier mot, c'est que le discours de Mark Carney, que je ne vais pas résumer, hein, j'espère que vous avez en tête ce à quoi je fais référence, à Davos, le Premier ministre canadien dit en fait le monde a changé. Avant, on était d'accord d'accepter la puissance dominante américaine parce qu'on y avait un certain nombre de bénéfices, même si eux en tiraient le maximum, en tiraient les plus gros. Là, le monde est différent. Entre les grandes puissances, il faut au moins que les puissances moyennes s'allient entre elles pour gagner du pouvoir. Mais il faut se méfier aussi du fait qu'en fait, la coopération, ça apparaît être la stratégie des plus faibles, et c'est pas forcément très gagnant quand on a des hyperpuissances économiques ou militaires comme les États-Unis ou la Chine. Et probablement aussi que le mot middle powers peut être assez... il peut y avoir pas mal de confusion sémantique. Quand c'est un Premier ministre canadien, il y a beaucoup de gens qui entendaient middle powers, ça veut dire le Canada, l'Australie, le Japon, le Royaume-Uni et les Européens. Donc en gros, les pays occidentaux font front. Dans pas mal de cas, on entend des autorités européennes, comme notre président, parler aussi de ces sujets-là, plutôt comme un accord entre l'Inde et l'Europe. Et donc, en fait, c'est à géométrie variable, cette histoire de middle powers. Et je ne suis pas sûr qu'on ait une démonstration qu'en fait, les pays qui sont structurellement plus faibles sont capables d'instaurer des formes de coopération qui vont survivre à la puissance des grandes puissances. Derrière le discours de Mark Carney, il y a des hypothèses un peu fortes sur le fait que cette coalition des puissances moyennes, en fait, réussirait à coopérer et à survivre je ne sais pas si j'appellerais les tricheurs les deux grandes puissances, parce que c'est vraiment pas... Là, je pense que ça arrête les limites de la comparaison avec ce qui a été présenté ce matin. Mais disons que face aux deux grandes puissances, il y a peut-être une limite de cette coopération. Et donc, ce dont je veux essayer de parler, c'est qu'en fait... on l'a vu de manière très frappante autour du G7 sous présidence française cette année. La question de la sécurisation économique est en train de faire évoluer la compréhension de pourquoi on coopère et est-ce que les stratégies de pure domination sont suffisantes. Et donc c'est là où j'essaye de dire qu'on a des bribes, un endroit où on peut penser que la coopération est plus importante que la pure logique de compétition ou de conflit pour des questions de sécurisation économique. Je vais essayer de choisir ce à quoi je fais référence ici. D'abord, je pense que la question, le point critique, le point qui est le plus discuté évidemment aujourd'hui, c'est cette question d'accès aux matériaux critiques, les matériaux de la transition numérique et électrique, hein, que ce soit des terres rares. En fait, il y en a toute une liste. Quelqu'un a cité tout à l'heure le cuivre, donc il y a des minéraux qui ne sont pas rares, mais où c'est l'extraction qui est plus coûteuse. Je crois que c'est ce que tu disais, Isabelle, tout à l'heure. Ce qui me paraît très important, c'est qu'on a une vision parfois géopolitique où l'acteur qui domine est celui qui a les ressources extractives, là où la ressource géologique est située. En fait, si la Chine est si puissante, c'est pas juste pour ça, sur les terres rares, c'est aussi qu'elle a 90% des technologies d'affinage-raffinage sur un certain nombre de ces matériaux. Et donc c'est tout le long de la chaîne de valeur qu'il faut réfléchir aux choke points, aux goulets d'étranglement sur lesquels on peut exercer une forme de domination. Et la sécurité économique, pour passer vraiment pas du côté des bisounours dont je fais partie sur les questions de développement durable, mais du côté de la sécurité la plus dure dans les rapports de force. En fait, si on veut avoir une forme de sécurisation économique, il faut soi-même
posséder un goulet d'étranglement pour avoir les moyens d'un chantage si quelqu'un veut utiliser un autre goulet d'étranglement contre soi. Et donc il est extrêmement important de penser toute la chaîne de valeur et toutes les technologies, et pas uniquement penser en termes de localisation géographique des ressources qui sont extraites. Parce qu'il y a certains pays qui ont plein de ressources et qui n'ont aucun pouvoir. Et donc la question de la géopolitique doit se penser à cette échelle-là. L'autre élément qui me vient aussi de discussion avec des collègues chinois, c'est qu'en fait, dans un certain nombre de cas, on réfléchit à la sécurisation des approvisionnements, mais on ne réfléchit pas en termes de cybersécurité, des données qui sont en fait très présentes dans cette révolution technologique du numérique et de l'électrique, et qu'en fait, il faut aussi réfléchir non seulement à des formes de contrats d'approvisionnement sur les flux matériels, mais aussi des formes de contrats sur l'utilisation des données, sur la garantie de ne pas se retrouver piégé par les données. Et donc j'essaye d'ouvrir un petit peu la focale par rapport à des questions de sécurité qui sont souvent posées exclusivement sur où sont les entreprises minières, où sont les exploitations minières et comment est-ce qu'elles vont définir les rapports de force. Ce qui est extrêmement apparent dans les discussions qui ont eu lieu autour du G7 français, c'est cette idée que, en fait, en termes d'analyse des risques, une des stratégies les plus efficaces pour les propres intérêts de sécurisation d'un acteur, un pays ou une entreprise, c'est la diversification plutôt qu'un coup de force à court terme où on va essayer de s'approprier une ressource. Et donc, parce qu'en fait, ces chaînes de valeur, elles sont intriquées, il y a des coproduits de l'un par l'autre, etc. Et donc la logique de diversification des approvisionnements, de diversification des risques, c'est pour moi l'argument le plus fort qui permet de dire qu'en fait, on a un intérêt à coopérer plutôt qu'à être dans une logique purement non coopérative. Et donc, ce que je vois apparaître dans la dynamique du G7, l'année dernière, les Canadiens en G7 avaient mis à l'accent la question de l'accès aux minéraux critiques dans une logique très défensive. Le G7 comme club de producteurs qui va ouvrir des mines chez lui pour essayer de ne pas dépendre de pays hors du G7. Et le G7 capable aussi de s'assurer des approvisionnements par des accords particuliers avec un certain nombre de pays partenaires, mais dans une logique vraiment d'accès. Et je peux vous dire qu'en parallèle, il y avait le G20 sud-africain, et les pays du Sud avaient l'impression que c'était le retour de l'extractivisme ou d'une forme d'agressivité des pays occidentaux qui allait s'assurer l'accès. Ce n'était pas de la faute des Canadiens, c'était l'ambiance du G7 qui était comme ça. Et moi, de mon côté, en tant que citoyen français, je me demande avec qui on a des alliés fiables. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que les États-Unis, aujourd'hui, soient des alliés fiables dans une logique de club exclusif comme celui qui a été construit. Et les États-Unis eux-mêmes ont commencé à faire des propositions qui sont beaucoup plus larges. Je ne me résous pas à trouver ça suffisant, mais Marco Rubio, en février, a rassemblé 56 pays à Washington en disant « Est-ce qu'on pourrait créer une zone commerciale sur les minéraux critiques où on s'accorde mutuellement sur les approvisionnements qu'on va essayer de garantir ». C'était contre la Chine, mais c'était largement plus que les alliés habituels des États-Unis. C'était beaucoup plus complexe que ça. Et donc c'est ça que j'appelle ici dans ce slide la plurilatéralisation. C'est qu'en fait, autour de cette question de la sécurisation d'approvisionnement dans des chaînes de valeur où c'est tous les segments qui comptent, on a beaucoup plus intérêt à des formes de partenariat, de contractualisation et de diversification, et donc pas juste un nombre limité d'accords ou de chantage avec des producteurs. Et ça, je trouve que c'est plutôt très intéressant. Par contraste avec, j'aurais dû dire ça, la manière dont les États-Unis ont demandé à la Zambie en disant « Donnez-nous vos matériaux critiques, sinon vous n'aurez pas de médicaments contre le sida ». Enfin, je m'excuse, j'ai souvent l'impression d'être caricatural en décrivant cette histoire, mais je crois que c'est à peu près le deal qui a été passé. La même chose avec l'Ukraine. Hein. Et donc, c'est les mêmes États-Unis qui, aujourd'hui, sont dans une logique beaucoup plus plurilatérale. Et si vous regardez le communiqué du G7 Finances, donc les ministres des Finances du G7 sous présidence française se sont réunis il y a une dizaine de jours, dans ce communiqué, le mot diversification est au cœur. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire des partenariats gagnant-gagnant avec les pays extracteurs pour qu'ils montent aussi dans la chaîne de valeur, qui est ce que nous, on proposait avec un certain nombre d'autres think tanks pour dire, en fait, la meilleure garantie à long terme, c'est qu'en fait, il y ait de l'innovation autant en Afrique australe qu'en Europe et qu'on fasse un vrai partenariat industriel et pas juste une logique extractive. Ça, je reste convaincu de ça, mais on a encore un peu de mal à convaincre les décideurs politiques de ça parce que c'est du très long terme. En revanche, il y a bien une logique de contractualiser, de partenariat, de coopération et d'aller dans un sens de quelque chose qui est, pour l'intérêt bien compris de la sécurisation des approvisionnements, un besoin de coopération. Donc c'est un peu sur cette note-là que je vais m'arrêter. J'avais encore d'autres choses à vous raconter sur ce sujet-là, mais il me semble que c'est ça le plus important. Ma conclusion est donc de dire
ne soyons pas naïfs sur le fait que la coopération en relations internationales, ça a toujours été quelque chose d'assez exceptionnel qui demande une construction toujours renouvelée parce que les rapports de force sont en évolution constante. Mon deuxième message est de dire, aujourd'hui, on est extrêmement fasciné par les relations de gouvernement à gouvernement et pour des bonnes raisons parce que c'est eux qui ont le levier militaire et des politiques industrielles. Mais n'oublions pas la puissance positive ou négative d'un certain nombre de grands acteurs transnationaux, que ce soit la société civile, la science ou les entreprises transnationales. Il y a quand même quelque chose à construire de ce côté-là. Et Bertrand Badi avait raison de dire le monde n'est pas que géopolitique, ou en tout cas la géopolitique n'a pas encore tout gagné. Et mon dernier point, c'est de dire, même quand on est dans une logique de pur intérêt et de sécurisation qui est très logique dans la priorité des décideurs aujourd'hui, dans ce moment de turbulence, il y a, je trouve, des opportunités de parler de coopération pour des raisons qui sont convaincantes vis-à-vis des acteurs militaires, le délégué interministériel aux matériaux critiques auprès de l'Élysée, Benjamin Galzo. C'est des discours qui, lui, l'intéressent, de comprendre comment est-ce qu'on va sécuriser, plutôt par de la coopération que par une logique purement extractive. Donc voilà, je m'arrête là et je vous remercie beaucoup.